Bonjour. Ne plus dépendre des énergies fossiles, recréer des emplois dans les territoires, exigera sans aucun doute de donner plus de place aux ressources locales, par exemple au bois. Pour y parvenir, cela suppose en particulier de nous redonner le goût d'agir en forêt, par exemple pour concilier valorisation du bois et plus grande résilience de ces espaces boisés. Or, nombre d'entre nous prônent l'inverse. Des voix de plus en plus nombreuses estiment en effet que la bonne solution est de ne rien faire, qu'il faut laisser les forêts en libre évolution. Qui a raison, qui a tort, je n'en sais rien. Tout le monde a d'ailleurs ses bonnes raisons. Mais ne faut-il pas envisager de dépasser ces oppositions, sans doute un peu mécaniques ? N'est-ce pas une condition pour redonner plus de place au rural dans nos sociétés, pour revitaliser les territoires ? Si oui, comment pourrait-on faire ? J'ai demandé à Claire Hubert, une spécialiste de la forêt. Elle a dirigé le Centre national de la propriété forestière pendant plusieurs années, de nous expliquer sa position. Vous verrez, c'est intéressant, elle préconise notamment de reterritorialiser les priorités forestières pour leur donner plus de visibilité, pour susciter plus d'engagement collectif, notamment des propriétaires forestiers, c'est une clé, dans des projets locaux, et pour en fait permettre plus de valorisation de ces ressources locales. Moi, ce qui freine le travail en forêt, c'est que la culture qu'on véhicule, c'est les gens pensent que tant qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de bêtises. Moi, ce que je trouve véhiculer, c'est l'idée que de rien faire est une bêtise, pour la forêt comme pour le reste. Comme c'est une petite part de leur patrimoine en général, qu'on ne peut pas en attendre des revenus extraordinaires, ils se disent au moins j'aurais protégé la planète sur mon petit cas. Alors ça peut être vrai, mais ça peut être assez faux aussi. Et ça devient très compliqué dans ces périodes de changement climatique où des décisions sont à prendre, des décisions qui peuvent être individuelles ou collectives, mais des décisions quand même. Et donc, tant que j'ai rien fait, j'ai pas fait de bêtises, c'est pas un discours qui marche. Et donc, il faut créer la confiance pour que les gens aient envie de faire. Il faut rajouter une marge de complication, c'est que très souvent les propriétés forestières ne sont pas à l'échelle d'intervention des entreprises, et donc il faut enclencher des mécanismes, si ce n'est de regroupement de propriétés, au moins de regroupement de gestion, et si ce n'est pas des regroupements de gestion, de regroupement d'organisation des travaux. Seulement en étant très près du terrain, on peut faire quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il manque un échelon, un lieu, un endroit, une organisation où on définirait des priorités forestières, une stratégie forestière ? Stratégie forestière, le terme me paraît fort. Des priorités forestières me paraîtrait un terme plus approprié. Pour moi, quand vous regardez les SRGS, c'est quand même des trucs, faut les lire. Si on restait sur un territoire plus petit, on pourrait avoir des documents un peu édulcorés, compréhensibles, et que les gens peuvent appréhender de façon plus facile et avoir l'impression de rentrer dans un mouvement qui est bénéfique pour leur territoire. Bénéfique à la fois en termes écologiques, bien sûr, mais surtout en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de localisation, d'activité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que une des solutions pour que les forêts soient mieux valorisées, que les propriétaires forestiers surtout soient plus intéressés, plus concernés, c'est d'avoir un autre récit, d'autres promesses sur les marchés locaux, sur la création d'emplois locaux, le fait de pouvoir expliquer les besoins des chaufferies locales, les besoins d'architecture bois, les besoins des scieries locales. Est-ce que ça va être un levier sur l'aval qui vous semblerait vraiment important ? Alors ça, pour moi, c'est très important, parce que toutes les enquêtes des différentes périodes faites auprès des propriétaires privés montrent qu'une de leurs motivations à agir, au-delà de leur intérêt personnel, mais souvent de leur désintérêt personnel, si on leur dit on va créer des emplois locaux, ça les motive. Et je trouve qu'on ne s'appuie pas assez là-dessus. Après, en plus, on veut des forêts diversifiées, et les forêts diversifiées, ça veut dire des usages diversifiés. On se leurre sur l'idée qu'on ne va pas planter des forêts monospécifiques qui donnent le seul bois qu'on est capable de transformer. Aujourd'hui, les menuisiers, les charpentiers, ils savent transformer un nombre extrêmement restreint de bois. Alors, on parle souvent des légumes oubliés, mais il faut retrouver les usages oubliés. Parce qu'autrefois, on ne faisait pas n'importe quoi avec n'importe quel bois.
Donc il y a vraiment un gros travail là qui est très en amont, en plus de celui qui est de développer des petites entreprises locales pour des usages locaux. Bon, sur le bois de chauffage, c'est déjà relativement plus facile. Et sur les autres usages un peu plus valorisants, parce qu'on ne fera pas travailler les gens en forêt si on leur dit votre bois il vous vaudra 20 € de la tonne, hein. Il faut qu'il y ait des usages un peu plus valorisants et des débouchés fiables. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet important pour se donner les moyens de valoriser des forêts et des bois qui sont aujourd'hui pas valorisés parce qu'on n'a pas les bonnes dimensions, les bonnes échelles, les bons périmètres? Je pense qu'il y a deux voies d'amélioration, mais que les industriels connaissent beaucoup mieux que moi, hein. Il y a tout ce qui est fait à l'entrée des scieries pour connaître comment c'est le bois dedans avant d'avoir coupé. Ça, c'est le premier usage et ça ne dépend pas des essences. Et puis, la deuxième chose, c'est de diversifier les outils de transformation parce qu'une entreprise qui, effectivement, fait une échographie de chaque arbre avant d'entrer, c'est des grosses entreprises. On va arriver dans des très, très grosses scieries, comme on est allé vers des très, très grosses usines de pâtes autrefois. Et ça, c'est nécessaire. Mais en complément de ça, il faut qu'on arrive à développer, alors, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à scierie mobile, mais peut-être. C'est souvent plus facile de déplacer la scierie quand on a l'usage à proximité de l'endroit où était l'arbre, mais aussi des petites scieries à la demande qui sont en train de mourir, hein, qui depuis des années, elles meurent doucement, mais elles meurent. Et donc il faut arriver à trouver plusieurs modèles économiques pour la transformation du bois, oui. Dans cette logique-là, si on regarde un peu les solutions, on va en prendre deux comme exemple, les contrats d'appro, premier exemple, et les appels d'offres publics locaux, deuxième exemple. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Les contrats d'appro, par exemple, ça n'a pas que des avantages quand même. Alors les contrats d'appro, c'est un gros avantage industriel, hein, parce que c'est difficile d'investir dans une entreprise si on ne sait pas si on va avoir du bois qui rentre, hein. Mais du coup, ça nécessite, alors je ne sais pas si je vais aller trop loin, mais presque un interlocuteur de plus. Parce que si vous avez l'impression que la personne qui rentre dans votre forêt, elle a comme objectif de répondre prioritairement à son contrat d'appro, ça ne donne pas confiance. Voilà, ça ne donne pas confiance. Vous dites, moi, mes jolis petits chênes, ils vont passer en chauffage, on va me dire que ce n'est pas des beaux chênes, et moi, j'en sais rien. Et peut-être qu'ils sont vilains, mais moi, je les trouve beaux. La présence d'un tiers de confiance qui valide et qui n'a pas d'intérêt dans l'approvisionnement des entreprises est intéressant. Mais c'est vrai que pour les entreprises de transformation qui sont indispensables sur le territoire, si elles n'ont pas de contrat d'appro, on ne trouvera plus d'industriels pour investir. Donc l'interlocuteur qui alimente le contrat d'appro, il est indispensable. Mais est-ce que c'est le même que celui qui conseille les propriétaires? C'est là que la discussion peut s'ouvrir. On rajoute un échelon et qu'à chaque fois qu'on met un échelon, on met un coût, forcément. Si le coût de cet échelon, c'est la confiance et c'est donc l'action, moi je trouve que ça vaut le coup. Parce qu'il suffit d'un entrepreneur qui n'est pas bien intervenu à 2 reprises dans un territoire pour que non seulement plus personne ne s'adresse à lui, mais ça c'est pas grave, mais tout le monde rentre dans sa coquille et arrête de demander parce qu'il ne veut pas jouer au poker. J'ai l'impression que d'un point de vue technique, ce serait quand même assez simple de rajouter de l'agilité dans ces écosystèmes. Vous voyez, il y a des couches superposées, les collectivités, l'office, le CNPF, les coopératives, les ETF, etc. etc. Il n'y a rien qui facilite le job des gens qui travaillent sur la résilience et la valorisation des forêts. Et rien, je n'irai pas jusque-là. D'abord, on s'appuie sur un cadastre qui est en grande majorité faux. Enfin, en grande majorité, je pense que c'est exagéré aussi, mais le cadastre n'est pas fiable. Il est fiable pour les propriétaires qui ont plus de 4 hectares et qui payent un impôt. Et du coup, ça nuit aux actions territoriales parce qu'on se retrouve face à un gruyère. Quand on s'adresse aux gens, ils ne répondent pas. On peut avoir du mouvement, mais du mouvement sans input d'énergie, ça n'existe pas. Il faut commencer par mettre une énergie dedans. Et c'est pas parce que ça fait des années qu'on le fait et que ça ne marche pas que ça va continuer de ne pas marcher. Parce que si on désespère, c'est sûr qu'il ne va rien se passer du tout. Que sinon, on aura des territoires abandonnés et soumis au feu. Ça va être le véritable problème. Et je suis sûr qu'on va trouver de l'argent à cause de ça. Moi, ça me désespère que c'est parce que ça va brûler qu'on va trouver de l'argent qu'on n'arrivait pas à trouver quand ça brûlait pas.